Mais après, je donne quasiment exclusivement des trucs et astuces très concrets où les gens peuvent tout de suite activer un mieux-être, des changements. Donc, comment avoir ces 50 petites cuillères d'énergie? Mm. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième saison du podcast In Shape to Grow, saison dans laquelle nous allons partager des outils, des stratégies pour non seulement affronter, mais également anticiper les défis qui jalonnent notre quotidien. Que ces défis soient d'ordre physique, psychologique, émotionnel, professionnel, relationnel, notre objectif est de vous aider à développer une flexibilité métabolique et une résilience mentale qui vous permettront de faire face aux défis de notre société moderne. Inutile pour cela de revenir au paléolithique, car nous sommes chanceux aujourd'hui d'avoir accès à une connaissance de plus en plus intégrative. C'est dans cet esprit que je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter notre invitée du jour, Anne Everard. Préparez-vous donc à une discussion captivante qui vous donnera des clés pour naviguer avec succès dans notre monde en constante évolution. Eh bien, bonjour Anne, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David. Bah, écoute, je vais assez bien. Alors, j'ai des petites cernes, hein, parce que quand on fait comme ça des podcasts enregistrés, bah, je me vois. Oui. C'est parce que j'ai pas super bien dormi cette nuit. Voilà, donc ça arrive aussi. Mais pour le reste, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ben écoute, moi aussi, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on se connaît de loin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'occasions de se croiser réellement. Là, je suis très heureux de pouvoir t'avoir aujourd'hui pour l'ensemble de ton travail sur l'épuisement professionnel, sur le burn-out. On va parler de tes publications. On peut te suivre assez facilement sur LinkedIn et c'est ainsi que j'ai pu voir le nombre d'interventions que tu as fait ces derniers temps. On va aussi en parler. Et comme tu nous l'annonces de manière très, très spontanée, on peut aussi avoir des moments un peu plus difficiles et il faut pouvoir être bienveillant avec soi-même et accepter qu'effectivement, on n'est pas 12 mois sur 12. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau ne le sont pas non plus, hein. Donc, il n'y a pas de superwoman, il n'y a pas de superman. On fait au mieux. Est-ce que tu me permets de revenir quelques minutes sur ta carrière avant de rentrer dans le sujet en tant que tel? Oui, je t'en prie, avec plaisir. Alors, tu es autrice de 2 livres. Le premier, Guide du burn-out en 2017 et Boosté, plus récent, en 2022. Tu as été avocate pendant 6 ans, directrice juridique dans le télécom durant 5 ans et directrice adjointe dans le public durant 3 ans, avant de te lancer toi-même en tant qu'entrepreneur par la création de Read My Lips. C'est comme ça que j'avais découvert ton profil, une agence de conférenciers, conférencières qui est née en 2010. En 2012, tu feras un burn-out, mais avant de parler de cette expérience, j'aurais voulu te demander si, au moment où tu as changé de carrière, finalement, de passer du public au statut d'entrepreneur, est-ce que tu avais déjà des éléments annonciateurs? Est-ce que tu avais déjà une fatigue accumulée? Ou est-ce que c'est ta nouvelle carrière qui a créé ce déséquilibre? Comment est-ce que tu, avec le recul, vois cette période où tu as vraiment eu un gros changement dans ta vie professionnelle? Alors, je dirais que à partir de la naissance de mon premier enfant, et donc ça, c'est 2003, euh, j'ai commencé à rajouter des éléments dans ma vie qui me prenaient beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'avant ça, bah, d'abord, j'avais commencé ma carrière professionnelle, j'étais célibataire. J'ai rajouté mon partenaire. C'était très agréable, mais ça veut dire qu'on devait tenir compte du fait d'être à deux. Et puis, j'ai changé de travail, j'ai eu une promotion, j'ai eu davantage d'équipes. Et puis, quand j'ai travaillé en cabinet ministériel, ben, c'était très, très intense. Et avec ça est arrivé un enfant, un deuxième enfant. Et j'ai rajouté, sans vraiment m'interroger sur le mix, est-ce qu'il était encore juste? Mhm. Et donc, je dirais que quand je me suis lancée comme entrepreneur, j'avais surtout un environnement très chargé, mais comme tout se passait bien et que j'aimais bien les différents éléments de ma vie, bah, ça posait pas trop de problèmes. Même si a posteriori, il est très très clair que j'ai pris pendant plusieurs années dans mes réserves C'est avant ça. d'arriver au burn-out. Ensuite, pourquoi un burn-out? Je crois que il se passe toujours quelque chose de majeur dans les 2 années qui précèdent un burn-out. On n'en parle pas beaucoup.
Mais c'est souvent quelque chose qui a changé et qui fait que c'est plus juste pour la personne. C'est Dans ça. mon cas, créer la société avait été super. J'avais fait avec mon mari, j'adorais le fait de me lancer, comprendre les sites internet, les technologies, rencontrer des conférenciers pour les convaincre de nous rejoindre. Et tout ça avait été vraiment très chouette. Et puis quand il s'est agi de vendre au quotidien des conférenciers, j'aimais pas tellement ça en fait. Ça n'avait pas de sens pour C'est moi. ça. Burnout, il y a toujours la question du sens. Tout à fait. Et j'avais pas de reconnaissance non plus parce que personne me disait merci. Mon mari allait pas me dire ah, c'est bien Anne, t'as bien travaillé. Mes clients, bah, c'était normal. Enfin, tout était normal pour les autres, mais personne ne me disait plus merci. Et donc j'avais une fatigue accumulée de 10 ans, un travail qui n'avait plus de sens, et j'ai pas pu prendre une vue d'hélicoptère pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? J'avais tous les signes annonciateurs physiques, on en parlera peut-être, mais jamais je me suis arrêtée pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était mon bébé avec mon mari, on avait fait cette boîte, j'allais quand même pas dire que j'aimais plus mon bébé et que j'allais le rendre, quoi. C'est ça, Donc, ouais. je n'ai pas même osé penser que peut-être il y avait un souci. Alors que tous les signes de pré-burnout s'accumulaient, j'ai rien vu venir. C'est ça. Parce qu'effectivement, c'est effectivement une problématique d'accumulation et le fait de ne pas voir venir, tu en parles dans une des interviews, c'est qu'effectivement, en général, ce sont des personnes qui prennent les défis à bras le corps et qui avancent, qui ne se posent pas énormément de questions. Donc, justement, tu en parles très bien. Le burn-out est un épuisement total. Tu en parles dans une des interviews. Tu dormais à ce moment-là 18 heures par jour pendant 3 mois. Tu restais, tu es resté 1 an en pyjama, ce qui pourrait sembler être confortable quand on est Ah en non, télétravail, mais c'était l'horreur. c'était pas à cette époque-là. Et tu différencies justement la dépression et le burn-out comme étant le burn-out une maladie de l'énergie. Et du coup, à ce moment-là, quand tu as commencé à voir ces signes, bon, alors maintenant avec le recul, tu vois les signes annonciateurs, mais quel était ton état d'esprit justement durant ces 2 ans où, avec cette fatigue accumulée, tu as commencé à être de moins en moins performante? Tu sentais qu'au-delà d'avoir cette fatigue extrême, parce qu'on voit souvent qu'il y a un moment clé où dans un burn-out, on arrive à tenir et puis du jour au lendemain, c'est plus rien. Mais est-ce que au niveau mental, tu sentais un changement dans tes émotions, dans ta gestion de l'environnement? Oui, moi j'aime bien toujours prendre l'image d'un barrage. Imaginons que chacun d'entre nous, on est un barrage. Quand tout va bien, ben, l'eau est calme, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. Les problèmes commencent quand on est de plus en plus sous pression, qu'on a de plus en plus de stress. Parce que le burn-out, c'est la maladie de l'énergie, mais elle vient en conséquence de trop de stress. Et trop Mhm, de stress, trop longtemps, à un moment, va faire que ce barrage sous pression cède. C'est mhm. le moment où on sait qu'on craque. Les gens qui font des burn-out, ils vous diront quel jour, à quelle heure, où ils étaient. C'est comme pour le 11 septembre. C'est Les gens ça. savent quand ils ont craqué. Ils n'ont pas senti cette pression avant, parce que sinon ils ne sont pas masochistes, hein, ils auraient ramené du calme sur le barrage, mais ils ne l'ont pas senti. Et quand le barrage il cède, euh, toute l'énergie, c'est comme si toute l'eau qui s'engouffrait dans la brèche, c'était votre énergie qui s'écoule en une fois. Donc, en effet, je me suis réveillée un samedi matin, j'ai pas pu me lever, j'ai dormi pendant 3 mois à raison de 18 heures par jour. Mais la semaine avant ce samedi matin, j'ai fonctionné relativement normalement. J'avais tous les signes de stress, de signes pré-burnout, je vais les expliquer dans un instant, mais j'en étais pas consciente C'est et je ça. fonctionnais. Après mes journées de travail, je m'occupais de mes enfants, etc. Le samedi matin, je peux plus me lever. Donc, j'aime bien aussi prendre une autre image que le barrage, c'est de dire qu'une personne en bonne santé, elle a 50 petites cuillères d'énergie Mhm. quand elle se réveille le matin et elle va dépenser ces petites cuillères d'énergie. J'ai toujours, c'est un petit peu de bruit, j'ai toujours quelques petites cuillères pour bien illustrer. Vraiment, il faut visualiser son niveau d'énergie parce que c'est pas j'ai de l'énergie ou j'ai pas d'énergie. Ouais. Ça veut rien dire, c'est par rapport à hier, par rapport à votre voisin, par rapport à vous il y a 10 ans. Donc la question, c'est, moi, il y a 10 ans, une personne en bonne santé, j'avais 50 petites cuillères d'énergie, je les dépensais, d'ailleurs j'en dépensais plus que 50, hein, puisque je prenais dans mes réserves. Mais le jour où je me réveille avec ce sentiment que mon barrage s'est effondré,
et que je peux plus me lever, je n'ai réellement plus que 3 petites cuillères. Alors, toute mon énergie, quand on craque, le corps décompense très Mhm. largement. Et on peut avoir plein d'autres bobos, petites maladies qui émergent parce que le corps a lâché. Et reconstituer ça, ça va prendre beaucoup de temps. Mhm. Mais tu me demandais, est-ce que je l'avais vu venir ou pas. Oui, Vraiment, je ne suis pas masochiste. Donc, ben c'est non, ça. Mais est-ce j'avais, que... si tu veux, c'est venu. Pour moi, il y a 3 grands volets dans les signes pré-burnout. Il y a tout ce qui est problème physique. Pourquoi? Parce que quand vous avez trop d'hormones de stress dans le corps, trop souvent, sans ramener du calme, plusieurs fois par jour, il faut quand même revenir à un truc un peu neutre. On a tendance à être un peu en overspeed, overdrive euh, pendant des longues périodes. Et le corps, il est très inconfortable avec ces hormones de stress en trop grande quantité dans le corps. Les premières choses qui vont arriver, c'est toutes les douleurs physiques. Moi, j'avais mal au bras pendant 18 mois avant mon burn-out. Je suis allée chez l'ostéopathe, je me soigne, hein, mais jamais, enfin, il m'a manipulé 1 ou 2 fois, c'est pas passé, mais jamais il m'a dit, mais si ça passe pas, c'est que c'est du stress peut-être, Mhm. ou c'est que c'est peut-être pas mécanique le problème. Et j'ai continué, un bon soldat, très enthousiaste, à faire plein de trucs. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas paralysée, hein, on va continuer. Et puis la deuxième chose, le deuxième grand symptôme de pré-burnout, c'est tous les problèmes de sommeil. Forcément, on a trop de stress au moment d'aller se coucher. Et donc, soit on n'arrive pas à s'endormir. Moi, j'arrivais à m'endormir, j'étais tellement fatiguée. Mais par contre, je me réveillais vers 3 4 heures du matin et le petit singe qui se remet en route. Ça a duré 1 an quand même, où je me suis réveillée 4 5 fois par semaine au milieu de la nuit et j'ai fait des insomnies d'1 2 3 heures. Autant te dire que le matin, j'avais pas 50 petites cuillères en me Oui, réveillant pendant cette année avant le burn-out. Mais c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on va travailler moins, qu'on va pas s'occuper de ses enfants. Donc, j'ai encore plus pris c'est dans mes ça. réserves. C'est l'effet boule de neige, les problèmes de sommeil. Et le troisième, et ça rejoint ce que tu disais, c'est tout ce qui est changement d'humeur. Donc moi, je suis devenue un peu cynique. Tous mes clients m'embêtaient, j'avais plus envie de les servir, je trouvais qu'ils étaient difficiles. Du coup, je me concentrais moins bien, j'étais moins efficace, donc moins de satisfaction. Des problèmes de mémoire. J'ai loupé un déjeuner avec quelqu'un qui m'a appelé en me disant, bah, il est 35, t'arrives. Et j'étais en train de me manger chez moi. Ouais, Et je devais ouais, être à 30 minutes de là. C'est des trucs, jamais ça m'est arrivé à d'autres moments de ma vie. Donc, c'est vraiment des. Voilà, on a des petits moments d'absence, etc. ouais, Et ça, je dirais, c'était les 2 mois peut-être avant mon burn-out seulement. c'est ça. Donc, il y a toute une progression. Si je m'étais arrêtée pour dire, eh oh, il se passe un truc, je vais réajuster, je vais corriger un peu ce qui fait que j'ai trop de pression dans ma vie et que ça n'a plus tout à fait de sens. J'avais 18 mois pour ramener du calme et éviter que mon barrage lâche, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça que la prévention, c'est tellement important, parce que ça permet aux gens d'éviter que leur barrage lâche. Ne lâche tout à fait. Et justement, dans ces 2 mois qui ont précédé ce samedi matin, est-ce que c'est aujourd'hui que tu peux faire ton auto-analyse par rapport à cette situation-là, ou est-ce qu'à ce moment-là, tu te rendais bien compte, bah, effectivement, louper un rendez-vous, ça, c'est quelque chose qu'on a facilement l'occasion de se rendre compte, parce que si on a quand même une bonne mémoire et qu'on travaille depuis un certain temps, ben, ce n'est pas des choses qu'on oublie. Mais c'est ce côté cynique et ce côté d'être vite agacé, est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit à un moment ou un autre, tiens, ça ne me ressemble pas, ou c'est vraiment dans le tumulte du quotidien que ça passait parce que tu avais des priorités, qu'il fallait avancer, il fallait que les choses se fassent. C'est un peu un mix des deux. Je dirais que d'un côté, je manquais totalement d'informations et donc je pense que j'avais quasiment aucune chance de comprendre ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que depuis ma mission, c'est d'ailleurs pour ça que tu l'as mentionné, hein, mais j'ai publié à l'époque le guide du burn-out, j'avais vraiment besoin de dire au monde, hé les gars, voilà ce que c'est et voilà comment on l'évite. Parce que avoir un barrage qui lâche, c'est vraiment dommage, hein. Va réparer ton barrage. Après, tu as un corps qui est quand même qui est un peu amoindri. C'est vraiment très difficile de récupérer d'un burn-out. C'est tellement plus aisé de ramener du calme sur son barrage avant qu'il ne cède. Mais Avant. pour ça, il faut comprendre le mécanisme de trop de stress avec autre chose, on va en parler après, euh, avec des signes annonciateurs qu'on ne peut pas nier. Parce que si on les nie, eh ben alors, c'est le fruit du hasard. Est-ce que je vais prendre le mur ou pas? Est-ce que le Mm. mur va être juste devant ou pas?
Euh, voilà. Par contre, je me rendais quand même compte que j'avais moins de plaisir au boulot, Mm. mais pas au point de me dire je m'arrête et je change tout. Il y a, si tu veux, un élan dans la société actuellement où on pédale. Il n'est pas de bon ton de se poser trop de questions, Exactement. sauf si on fait un peu de développement personnel, mais sinon, on nous invite plutôt à être dans l'action. Et donc, j'ai continué à être dans l'action. Plutôt que de prendre un moment de repos, j'aurais dû partir 3 jours avec un petit carnet pour écrire et me dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui me donne pas d'énergie? Et j'aurais pu réajuster. On a toujours beaucoup plus de choix et de liberté qu'on ne croit. Oui. On pense être enfermé dans des situations, mais avec du recul, je croyais que j'avais pas le choix, que je devais contribuer avec mon mari à notre bureau de conférencier, mais c'est archi faux. La meilleure preuve, c'est que j'ai fait un burn-out et j'étais 1 an au lit ou en pyjama et j'ai pas du tout contribué. C'était bien pire pour tout le Mm. monde. Oui, C'est c'est ça. toujours pire pour tout le monde, en fait. Exactement. Et ça, on va y revenir et je vais te poser la question en fin d'interview pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire quand on est témoin de quelqu'un qui le vit. Et du coup, je me souviens d'un de mes professeurs qui disait que pour récupérer d'un burn-out, il fallait un minimum de 3 mois avec aucun stress. Donc, il disait une île déserte, le soleil, un cuistot à demeure, c'est le rêve un peu de tout le monde. Et là, on peut remonter, minimum. Dans... Il masse aussi le Oui, cuistot. voilà, exactement. Ah Tu as ouais. vraiment, tu as Ah, vraiment la j'aimerais bien totale. peut-être faire une rechute alors. Voilà, exactement. Et dans une de tes interviews, tu parles de 2 ans pour récupérer au niveau neuronal. Toi, dans ton cas, tu l'as dit, c'est assez lent pour revenir. Et ce que j'ai déjà remarqué, c'est que quand quelqu'un est fatigué, c'est vrai qu'avec les 50 petites cuillères dont tu parles, c'est beaucoup plus facile. Mais je pose souvent la question, tiens, aujourd'hui, tu as combien d'énergie ou en début de consultation? Et les gens qui passent de 5 sur 10 à 1 sur 10, évidemment, ils sont en super forme et ils sont repartis. Et bien souvent, ils reprennent les mauvaises habitudes. Et donc, selon toi, et toi, avec ton expertise personnelle, en combien de temps il faudrait pouvoir se donner pour pouvoir vraiment remonter progressivement et retrouver sa vraie énergie, pas quelque chose que l'on a estimé parce que ça fait 2, 3, 4 ans qu'on est fatigué. Hmm. Alors, d'abord, il n'y a pas de temps déterminé. Mais il y a sans doute un lien entre la durée pendant laquelle on a exagéré, pendant laquelle son barrage a été sous pression, pendant laquelle on a puisé dans ses réserves, et le temps qu'il va falloir pour recharger ses batteries. Il y avait un médecin qui disait, à un moment, le corps vous sert l'addition. Vous avez exagéré pendant 3 ans, vous avez l'addition X. Vous avez exagéré pendant 10 ans, vous avez l'addition Y. Ça, c'est un facteur. Combien de temps on a tenu à la force de la volonté, hein? La tête a décidé qu'il fallait faire 1000 choses et a nié le corps. L'autre chose, c'est un facteur d'âge. Je pense que plus on avance en âge, je dirais à partir de 55 ans, mais il n'y a pas d'étude qui dit que c'est précisément, on est tous différents hein, Bien sûr. physiquement, génétiquement, mais je dirais à partir d'un certain âge, ça devient beaucoup plus compliqué pour le corps de réparer son barrage, si tu veux. Mhm. Voilà. Ensuite, il y a encore une chose qui est déterminante, c'est la manière dont on se soigne. Penser qu'un burn-out, c'est la maladie de l'énergie et donc il faut se reposer et donc on prescrit un certificat médical et reste chez toi, Mhm. c'est une horreur en fait, Exactement. parce que par définition, on ne sait pas se reposer. Sinon, on n'aurait pas été jusqu'à l'épuisement. On est bien d'accord. Donc, il faut 2 choses. D'abord, il y a une phase de déni dans laquelle on va vérifier que les outils qu'on avait utilisés par le passé, est-ce qu'ils ne seraient pas quand même applicables encore aujourd'hui? Genre, j'y vais avec à la force de la volonté, je me force un peu. Et ça, c'est très clair, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai mis 1 an, je pense, mais parce que j'ai tout fait faux, hein, voilà. Mhm. Mais j'ai peut-être mis 1 an dans la résistance et le déni à me dire non, mais ça va passer, c'est Ça va bon, passer. j'ai compris. Le week-end va permettre de récupérer et puis Ouais, et puis la semaine prochaine, et puis c'est parce que c'est à cause de, mais... Et en fait, j'étais toujours dans le... J'avais envie de réessayer avec mes outils antérieurs et de rien vraiment changer finalement. Il n'y a pas une vraie remise en question. Je vais y revenir. Donc la phase de déni, elle est pour tout le monde. On va Mhm. vérifier si on ne pourrait pas redémarrer quand même et que c'était que un coup de fatigue. Et c'est bien, hein, c'est plein de bon sens.
Si c'est un burn-out, on ne va pas redémarrer parce que le Mm. corps a pris le gouvernail. C'est comme si pendant des années, la tête avait décidé de la direction, un mari un peu autoritaire, et le corps derrière, chérie, j'aimerais bien faire autrement, et non, non, c'est moi qui décide. Et puis à un moment, la femme, elle dit, enfin, ou le corps, il dit, stop, stop, ça suffit, basta, on Mm. divorce. Sauf qu'on est obligé de rester ensemble, tête et corps. Oui, ça c'est... Donc, donc le corps, il va faire grève jusqu'à ce que la tête devienne raisonnable. Mm. Le plus vite la tête devient raisonnable, le plus vite le corps a une chance de se remettre en mouvement. Pour ça, il faut pour moi deux volets. Il faut un volet thérapeute avec lequel on parle et qu'on comprenne, qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas écouté les signes annonciateurs, pourquoi c'était si important de montrer que je faisais bien, que je faisais beaucoup, pourquoi j'avais tant besoin de reconnaissance. Voilà. Pour toi, Et c'est puis, vrai, c'est essentiel d'avoir ce... indispensable, indispensable. Ouais. On perd un temps infini à croire qu'on qu'on a compris tout seul. C'est faux parce qu'on s'invente des histoires, on Mm. se rassure et puis on va quand même pas se culpabiliser d'avoir si mal fait. Moi, par exemple, j'avais très vite compris, une fois que j'avais craqué, j'ai très vite compris que j'allais pas retourner dans ma société Read My Lips parce que c'est ça qui avait été le facteur déclencheur. J'avais pas du tout compris que je faisais un burn-out parental, en fait. C'est que je voulais aussi être une mère parfaite avec des enfants qui faisaient plein d'activités, leur créer une enfance plus belle que celle que j'avais eue, Oui. des choses comme ça. Et en fait, il a fallu que 2 séances avec la psychothérapeute, que j'ai été chercher seulement après 1 an de burn-out, pour qu'elle mette le miroir et qu'elle dise, mais vous vous rendez compte que vous faites la même chose avec vos enfants que tout ce que vous faisiez dans votre travail et qu'en Mm. fait, et après, c'est très difficile de changer parce que j'ai pris des habitudes en tant que maman ou en tant qu'entrepreneur. C'est beaucoup plus facile de décider ensemble avec un thérapeute de ce qu'on va changer et de vérifier dans la durée qu'on tient. Parce que les 2, 3 premières fois, je suis retournée chez elle et j'ai dit, ben, on avait décidé ça et ça, et ben, avec les enfants, et ben, j'ai pas réussi. Mm. Et 10 pas de petits copains la semaine à la maison, et 2 fois, bam, à la sortie de l'école, je me suis fait avoir, j'ai dit oui, et puis j'étais crevée après. Et donc, on vérifie, OK, pourquoi? C'était quoi? Je me suis sentie coupable. Et ça, le faire avec un thérapeute, on gagne un temps infini. Mhm. Donc, oui, absolument un thérapeute. Un petit conseil, on ne s'entend pas avec tout le monde. Donc, parfois, il faut chercher 1, 2, 3 thérapeutes, Ouais, même si on n'a pas l'énergie. Et au troisième, on se dit, ah ouais, ici, je me sens compris c'est ça. ou je me sens en confiance. Parce qu'après, il va falloir travailler, hein, on va parler de choses. C'est pas facile de parler de soi, c'est pas facile de changer. Se remettre en question, clairement, tout à fait. Ouais, voilà. Et l'autre chose qui est essentielle, c'est que comme c'est un divorce corps-tête, il faut absolument se réconcilier avec son corps. On a nié son corps et tous les signaux du corps pendant une longue période. Il faut le réapprivoiser par des choses douces. Alors ça, tu me donneras peut-être ton point de vue, parce que toi, tu es aussi coach sportif, si je ne Tout à m'abuse. fait. Euh, et moi, je pense qu'il faut redémarrer la machine doucement, c'est-à-dire de la marche lente en forêt, dans la nature. La nature, elle apaise le stress, elle régénère, elle fait venir des nouvelles pensées, on a mieux accès à son intuition. Donc, moi, Exactement. je suis pour des choses douces. J'avais essayé la marche nordique, par exemple, après 6 mois de burn-out. Et c'était impossible que je Mm. suis rentrée. J'ai arrêté au milieu du truc et j'ai pleuré 2 jours. Oui, c'est ça. C'était trop. Voilà. Donc des trucs doux, mais il faut se réconcilier avec son corps. Des Et massages. clairement, Qu'est-ce- et clairement, il faut, ce que je donne souvent comme exemple, c'est le smartphone. Si on met le smartphone le soir à côté de l'oreiller et qu'on ne le branche pas, eh bien, il ne va pas se régénérer tout seul. Donc, effectivement, il faut aller dans le mouvement, mais généralement des séances de moins de 20 minutes, parce qu'au-delà de 20 minutes, on entre dans d'autres filières énergétiques et ça peut effectivement entraîner une fatigue aussi, même aller marcher. Et donc, vraiment, des petites séances avec cette dominance parasympathique, hein, donc sur la respiration, tai chi, qigong, Ouais, marche méditative, vraiment avoir cette action volontaire, consciente de... Et on dit toujours, après une séance de sport, on est fatigué, c'est normal. Après une séance de récupération, on doit avoir plus d'énergie qu'avant. Donc si la séance n'a pas donné plus d'énergie, ben, c'est qu'on était déjà un peu trop loin. ouais. Je suis complètement d'accord. Moi, j'aime bien dire, sortez tous les jours, dès le premier jour du burn-out, même si
au début, je sais que, parce que dans le guide du burn-out, il y a beaucoup de témoignages et il y avait un type qui avait expliqué, un gars qui avait expliqué qu'il était tellement fatigué qu'il ne pouvait même pas sortir, mais qu'il avait choisi, il avait décidé que la respiration et l'oxygène, c'était important pour lui. Et donc, il mettait une chaise devant sa fenêtre ouverte et il restait 5-10 minutes. Et puis, plus tard, il a pu mettre sa chaise sur sa terrasse et puis faire le tour de son petit jardin qui était minuscule. Et puis après, encore quelques jours, il pouvait sortir, faire 100 mètres. Hein. Oui, Mais il a raison parce qu'il réactivait son corps. oui. Ça, c'est super important de ne pas rester que dans le canapé. Il faut aussi activer son métabolisme. Après, il y a très peu de gens qui savent, mais c'est les médecins qui me l'expliquent, que quand on est en burn-out, on a souvent un dérèglement de ces glandes surrénales. Mhm, Donc, les glandes surrénales, elles sont dans le dos, elles sont ces deux petites glandes au-dessus des reins. Et c'est elles qui produisent les deux hormones de stress, que sont l'adrénaline et le cortisol. mhm. Et quand on a puisé beaucoup dans ces réserves, qu'on a été sous stress, on a trop activé ces glandes surrénales, elles peuvent être complètement déréglées. Beaucoup trop travaillé, et c'est ces gens qui sont speedés tout le temps juste avant de s'effondrer. Et puis après l'effondrement, souvent, on a des hormones thyroïdiennes très basses. Eh bien, les médecins disent que le seul moyen de réguler à nouveau ces glandes surrénales, c'est de rester allongé jusqu'à 20 heures par jour. Alors, pour tous ceux qui sont allés jusqu'au burn-out et qui culpabilisent d'être dans leur canapé, de regarder, j'allais dire une série, une chaîne de télévision, mais de regarder la télévision, en fait, il faut rester allongé. C'est Mm. très, très bien. Et on, S'activer entre, hein, oui, un petit exactement. peu. C'est ça. Et la position, on dit en chaise inversée avec les genoux en angle droit, permet OK, aussi d'avoir une stimulation au niveau du système du nerf vague pour justement cette récupération active. Donc il y a de plus en plus effectivement je ne savais pas. de données scientifiques là-dessus. C'est vraiment un domaine qui évolue, on va en parler, parce que justement, je voudrais rentrer un peu plus en détail dans cette thématique du burn-out, parce qu'on a probablement tous déjà entendu un senior dire « Oh, mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de résistance, le burn-out, ça n'existait pas ». On parlait avant notre échange aujourd'hui des pourcentages selon l'Europe ou le Canada, mais on voit effectivement ces 5 dernières années une augmentation importante de burn-out, de risque de burn-out, tu m'en parlais, de stress Ouais. qui a augmenté. Euh, Comment tu pourrais expliquer justement ce phénomène d'augmentation du burn-out et quelle est la relation entre vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que c'est vraiment la vie professionnelle qui nous a, qui a accéléré et qui nous a épuisés ou est-ce que c'est un mélange? Alors, déjà dans le guide du burn-out, moi je disais que c'était pas lié exclusivement à la vie professionnelle parce que c'est l'accumulation de Mm, sa vie privée et professionnelle qui crée un stress. Ce fameux barrage sous pression, c'est pas que le barrage mm, professionnel, il n'y a qu'à voir nos vies privées d'ailleurs pour bien se rendre compte que dans les vies privées, parfois, on exagère aussi. C'est pas que au travail qu'il y a une forte pression. Si on voit comment on vit aujourd'hui par rapport à la manière dont nos parents vivaient, et qu'on se dit qu'on est des êtres humains, donc eux, comme nous, bah, ils se réveillaient le matin avec 50 petites cuillères d'énergie, peut-être qu'on nous a vendu qu'il fallait tout le temps être actif et qu'on dépense tous plus que 50 petites cuillères d'énergie. Donc, à un moment, quand on prend dans ses réserves, ça a des conséquences. Okay. Ça, c'est un phénomène. On a des vies beaucoup plus chargées que eux. Il y a un autre souci qui est globalisé, c'est la diminution du temps de sommeil, David. mm. Je ne sais pas si tu sais qu'on dort 1h30 en moyenne de moins que nos parents. En une génération, on a perdu 1h30 de sommeil. On dort trop peu. Or, le sommeil, c'est la base de la récupération. Je devrais te L'expression, convaincre. ben oui, c'est ça, l'expression de nos grands-parents, une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux demain. Aujourd'hui, je dis souvent en conférence, nos grands-parents, s'ils avaient une mauvaise journée, ils allaient dormir un peu plus tôt, euh, et puis voilà. Il n'y a rien Mais à la télé. exactement, mais aujourd'hui, on peut rester Ouais, des heures devant la ouais. télé pour se Les changer gens les esprits. dorment Non. Les gens dorment pas assez et ils sont tellement fatigués et tendus qu'ils arrivent même plus à dormir. Mhm. Je t'ai dit que j'avais mal dormi cette nuit en début de podcast, David. Euh, la seule différence avec avant, les connaissances que j'avais avant, c'est qu'aujourd'hui, je suis outillée. Mhm. C'est-à-dire que je sais que il y a trois choses qui vont améliorer mon sommeil dès ce soir. J'ai mangé particulièrement protéiné au petit déjeuner
Pourquoi? Parce qu'en fait, hier matin, j'ai dû partir très tôt. J'avais pas anticipé. J'ai pris une banane. Donc, j'ai pas mangé protéiné. Du coup, j'ai pas produit pendant la journée mes hormones de sommeil et j'en avais moins en quantité. Donc, ce matin, double dose de protéines au petit déjeuner parce que je vais pas me faire deux mauvaises nuits. Vous avez déjà vu la tête que j'ai aujourd'hui. Deux, je sais que c'est pas d'écran 1h30 avant d'aller me Mhm. coucher, sauf la Clairement. télévision. D'accord? Parce que la lumière bleue va empêcher la mélatonine. Jusqu'à 22% de la mélatonine, notre hormone du sommeil, ne se diffuse pas dans le corps alors elle a été produite. Elle ne se diffuse pas à cause de la lumière bleue. Donc, on n'a pas assez d'hormones de sommeil. OK? Donc, ça, je vais faire tout de suite. Et l'autre chose aussi, la troisième chose super importante, je suis allée marcher pour me fatiguer physiquement. Comme ça, ce soir, j'aurais Mais juste envie de dormir, quoi. et on le sait tous en tant que parents, enfin ceux qui ont eu des enfants, on savait que les enfants qui ne dépensaient pas suffisamment de la journée, le soir, ils étaient excités, mais ils n'étaient pas fatigués. Non. Et donc, pourquoi est-ce que ce serait différent avec nous en tant qu'adultes? On reste X années, X heures devant l'ordinateur, et puis le soir, ah ben, Ouais, c'est physiquement, le ça. Allez, corps, coucher, on dort. oui, Bah, ouais. Le corps, il demande un peu de préparation au sommeil, un peu de bienveillance. Et donc, tout ce à qui compte, fait. en fait, c'est d'outiller les gens et nos auditeurs avec des trucs et astuces pour se dire, bah, OK, je vois que je suis stressée, je vois que je suis fatiguée, qu'est-ce que je pourrais faire? Et prendre le temps de se dire, qu'est-ce que je peux faire activement? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux dormir, pour être moins tendu, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut prendre un peu le temps de prendre soin de soi. Je pense que c'est aussi nos parents peuvent se plaindre qu'on est peut-être tous en burn-out ou qu'est-ce qui se passe avec notre génération. Mais on est tellement occupé à faire des choses qu'on ne sait même plus très bien quels sont nos besoins. On a même perdu le bon sens de se dire, bah oui, il faudrait dormir 8 heures. Mais c'est ça le bon sens, parce que je suis pas sûr que nos grands-parents savaient ce que eux leur faisait plaisir, mais le rythme de vie était beaucoup plus cohérent avec une vie, même parfois difficile, mais à la limite, un mineur. Bon, maintenant le problème c'était le stress qu'il pouvait y avoir et puis la pollution et toute une série de choses en fin de vie, mais une personne qui travaille 8, 9, 10 heures physiquement, bah, le soir, il ne va pas aller refaire du sport, il va aller dormir et puis le lendemain, il est reparti. Et aujourd'hui, on a ce mode de vie, tu le dis très bien, qui s'est accéléré aussi bien dans notre vie personnelle que dans la vie professionnelle avec les moyens de communication Ouais. qui accélèrent. Je me souviens à la sortie des premiers BlackBerry, certaines entreprises offraient le BlackBerry à leurs employés. Ouais, Ils moi, ont, j'ai eu ça. ils ont bien vite compris que c'était peut-être à Ouais. double tranchant. Et, Ouais. et donc, le burn-out, s'il augmente aujourd'hui, c'est un manque de connaissances, selon toi, et un manque de stratégie. En tout cas, c'est évitable. C'est pas un virus ou une bactérie qu'on attrape par hasard. C'est une maladie liée au stress. Euh, et donc déjà, il faut le comprendre. Il faut voir les signes annonciateurs. Il faut savoir qu'on peut réduire son stress, notamment par la respiration. Mais c'est peut-être le moment de dire que c'est pas que lié au stress. C'est toujours avec un environnement stressant. L'environnement, il peut être objectivement stressant. On court beaucoup, on a beaucoup de travail, on a 4 enfants en bas âge, voilà, ça c'est objectivement stressant. Mais il peut être subjectivement stressant. Ça peut venir de pensées anxiogènes. J'ai peur que la guerre arrive, j'ai peur que mon enfant se Mhm, fasse harceler à l'école, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de manquer d'argent. Ça peut être terriblement stressant. Mais il y a toujours chez les gens qui vont jusqu'au burn-out un environnement stressant. mhm, Et il faut plus. Ce qui va faire lâcher le barrage, c'est une des trois choses suivantes. Un manque de reconnaissance, mhm, un conflit de valeurs entre les valeurs actuelles qu'on a. Post-Covid, on peut avoir des valeurs un peu différentes qu'avant le Covid et les valeurs de l'entreprise. Ou une perte de sens. On voit mhm. ça beaucoup maintenant post-Covid. Les gens ont eu le temps de réfléchir pendant le Covid. Ils ont pris un peu de hauteur, hein, la vue d'hélicoptère. Et si leur travail a moins de sens pour eux par rapport à pourquoi je suis sur Terre, c'est cette question-là qu'on s'est Oui, un bien peu posée. sûr. Pourquoi je cours comme une poule sans tête tout le temps et alors, la perte de sens peut venir déclencher le burn-out. Mhm, Le conflit de valeurs, c'est évident. Je sais pas, vous êtes devenu végétarien, vous travaillez dans une boucherie. mhm. Par exemple. Ça va plus. Ça allait Non. peut-être avant que vous soyez végétarien, mais aujourd'hui, il y a un conflit de valeurs. Ça va vous faire craquer. Vous allez plus pouvoir aller dans la boucherie. Là, ça va vous.
OK? Mhm. Ça va faire craquer votre barrage. Et la perte de reconnaissance est énorme parce qu'en fait, on travaille tellement, on court tellement, on est tellement pressé qu'on oublie même de dire merci. Mais même pour des Mhm. petites choses, les gens, tout doit aller très vite, tout doit être immédiat dans l'urgence et vous avez intérêt à répondre à leurs attentes et vous dire merci. Ben non, vous êtes quand même payé pour. Et Que ce du soit le coup, manager oui, ou les collègues ou les clients, mais on ne donne plus aussi facilement de la reconnaissance qu'avant. Or, on est des êtres humains, on a tous toujours autant besoin de ça. ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose qui est intéressant. Je ne l'avais jamais vu de cette manière-là. Mais tu parles de la maladie de l'énergie, mais ça pourrait être aussi la maladie de la vitesse, parce que finalement, tout va trop vite et notre énergie n'arrive pas à ralentir. Et justement, dans les médecines orientales, au plus l'énergie va vite, ben, au plus on s'épuise, au plus on fait du tai chi, qui est des exercices lents, du qigong aussi, au plus on se régénère. Et finalement, nos vies professionnelles vont de plus en plus vite parce que les moyens de communication vont très vite. Et nos vies personnelles, tu le dis, on n'a même plus le temps de dire merci pour des petites choses. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut surtout un peu ralentir C'est et ça. avoir des outils pour ralentir parce que euh, en préparant le podcast, on a parlé de euh, l'impact anxiogène des news, par exemple, Ouais. des infos. Actuellement, voilà, il y a toujours une guerre des images percutantes qui sont anxiogènes. Moi, j'aime rappeler aux gens qu'il y a trois manières de gérer son stress. Il y a la gestion physique du stress. Si on prend soin de son corps, on dort suffisamment, on mange un peu équilibré, pas trop de sucre, on bouge un peu 30 minutes par jour, on marche, c'est des bonnes pratiques. Si on est en forme physiquement, quand l'événement stressant va arriver, ouais, vous allez le gérer, c'est pas si grave, vous serez un peu zen parce que vous avez bien dormi. Mm. Par contre, si vous avez dormi 5h30, pas petit déjeuner, etc., le client qui vous embête, oh, vous avez envie de l'égorger. D'accord. Donc, en fonction de comment on se sent physiquement, comment on a pris soin de son corps physique, bah, on va mieux gérer le stress. Ensuite, il y a la gestion mentale du stress. Je décide avec ma tête ce que je laisse arriver jusqu'à Mm. moi. Par exemple, les news, moi, actuellement, j'ai décidé de les laisser à distance. Mhm. Mon mari, il a fait une autre stratégie. Il a entendu la fameuse attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Et il s'est dit, ils vont sélectionner les images à la télé. Moi, je vais aller voir sur Internet parce que je veux tout voir. Je veux voir la vérité. Mm. Il n'a pas dormi pendant des jours et des jours. Il était tout blême. Il m'a dit, Anne, c'est terrible ce que j'ai vu. Et moi, j'ai rien regardé. Donc, j'ai su que c'était terrible, mais c'était beaucoup moins impactant. J'ai Bien sûr. décidé mentalement que non. Mais on peut aussi décider, il y a beaucoup de gens qui ont leurs emails professionnels sur leur téléphone, par exemple. Bah, c'est un choix mental de dire, est-ce que je les regarde de 7h à 23h et les week-ends compris, ou est-ce que je ne les regarde pas avant 8h30 le matin et plus après 19h et le week-end 2 fois 10 minutes? C'est un choix mental. On a beaucoup plus de choix qu'on ne pense. Mais Ouais. si on laisse le téléphone impacter le stress, les news, la télé, bah alors on peut être envahi. Mm. Moi, Tout à fait. ma bonne devise, c'est tout ce qui est hors de notre zone de contrôle, eh ben, on le laisse à ceux qui le contrôlent. Moi, je peux pas décider s'il va y avoir une guerre ou pas. Mhm. Ça ne me sert à rien de me tracasser. Mm. Il faut collecter des vêtements pour aider les gens dans la zone de guerre, je le ferai parce que j'ai un Mm. cœur. Voilà. Mais je ne suis pas obligée de voir chaque détail de ce qui se Mm. passe dans la zone de guerre. Mais Avant, on ne le savait pas. voilà, surtout si tu es dans cette période où tu sens petit à petit que certains niveaux d'énergie diminuent et que tu n'es pas en pleine possession de tes C'est batteries. une philosophie de vie, hein. Moi, je ne laisse Ouais, plus venir à moi des choses dont je sais qu'elles ne sont pas bonnes pour moi et que je ne peux pas les changer. C'est devenu une hygiène de vie, hein. clairement. Le nombre de clics que je ne fais pas sur les sites d'infos en me disant ah non merci, ah non merci, ah non merci. Euh, et alors je me sens beaucoup mieux. Et Je- quand je sens, alors la troisième, et je termine là-dessus, David, la troisième chose, j'ai dit la gestion du stress, elle peut être physique, mentale ou un peu plus intuitive, émotionnelle, j'appelle ça. Ça veut dire que si j'étais en forme physiquement, j'avais décidé de mettre à distance le stress, mais quand même, je sens que je suis anxieuse, je sens qu'il y a des hormones de stress dans mon corps, hein, les fameuses adrénaline et cortisol. C'est quoi mes outils pour ramener du calme? Aujourd'hui, j'ai plein d'outils. c'est Euh, l'autorégulation qui est très très importante. ouais, c'est se dire,
c'est voir ce qui se passe, c'est se dire, oh, je sens que je suis stressée, tendue, mais en fait, ça me sert à rien, ça me coûte des petites cuillères d'énergie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et alors, il y a toute une kyrielle de choses que les gens disent hein, qu'ils peuvent faire. Ils peuvent aller faire un jogging, ils peuvent aller boire de l'eau, ils peuvent appeler quelqu'un, ils peuvent écouter de la musique, ils peuvent danser. Tout ça, c'est bien. L'outil, en plus, qui est toujours disponible, gratuit, qu'on peut utiliser partout, c'est quoi, David? La La respiration. respiration. Oui, bien sûr, la respiration. La cohérence cardiaque, hein, je vais inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Et je répète ça de 3 minutes. Pourquoi ça s'appelle cohérence cardiaque? Parce qu'on va mettre en cohérence les poumons qui respirent doucement avec le cœur qui, comme on est stressé, bat plus vite. Et le cœur va venir se calquer sur les poumons et on va sentir l'effet d'apaisement. Vous êtes Ouais, dans une réunion qui vous énerve, vous êtes au téléphone avec un client ou un collègue qui vous énerve, en réunion, à table avec des ados qui racontent des bêtises et ça vous énerve, et ben, vous respirez calmement et vous allez voir que vous allez aborder la situation totalement différemment. Et précisons que ça se travaille aussi, parce qu'évidemment, la respiration, comme tout le reste, c'est pas magique. Il faut pouvoir le refaire, le faire et sentir qu'effectivement, petit à petit, ça s'atténue. Mais justement, ça me permet de rebondir sur tes 2 derniers mois. Anne, tu as, entre septembre et octobre 2023, donné 35 conférences, un fameux rythme, boosté votre bien-être au travail. Tu as touché 1764 employés. Quels sont les Je vois frais qui me suit sur LinkedIn. Exactement. Et quelles sont les questions les plus fréquentes que tu as que tu as eues suite à ces interventions, soit des employés eux-mêmes, soit des comités de direction sur le sujet? Quels sont les retours que tu as eus suite justement à l'explication des petites cuillères, suite à tes stratégies? Alors, les comités de direction, ils sont confrontés à des travailleurs plus absents. Donc, je ne sais pas comment c'est précisément au Canada, mais partout en Europe, l'absentéisme augmente de courte, de moyenne et de longue durée. Donc, il y a un phénomène d'augmentation dont on ne voit pas la fin. Hmm. Et parmi cet absentéisme, clairement des cas de burn-out nommés. Et ça devient embêtant parce que ça commence à coûter cher et à désorganiser les équipes. Et donc, pour la première fois, je dirais, depuis quelques mois seulement, il y a un vrai intérêt des comités de direction. Avant, pour dépasser le niveau du DRH, Ouais, c'est difficile. Maintenant, moi, je dis, je veux d'abord parler au comité de direction parce que je viens pas faire du maquillage. Moi, ça m'intéresse pas des one-shots. On dit, ah, on l'a fait et on continue comme avant. J'ai pas d'impact. Moi, je veux hmm. avoir un impact positif sur le Bien sûr. bien-être. Pour ça, voilà. Et en fait, maintenant, j'ai accès à tous les comités de direction et ils posent plein de questions. C'est très interactif. Donc, eux, ils ont besoin de comprendre et de comprendre ce qu'on propose comme solution positive. C'est-à-dire, pas dire aux gens, bah, prends-toi un certificat, hein, j'ai pas de solution. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils aiment beaucoup et je ne dois pas me forcer le message de responsabilité partagée. C'est ça. L'entreprise a une partie des responsabilités et c'est le rôle des travailleurs et des syndicats et des managers de challenger les process en disant, ouais, ici, ça va trop loin, voilà, OK. Il y a la responsabilité de l'entreprise, mais il y a la responsabilité du travailleur aussi. Et du manager au milieu, hein. Mais nous, on Mhm. forme tout le monde. On forme autant les comités de direction que les managers, que les travailleurs eux-mêmes. Mais vous pouvez tout bien faire dans l'entreprise. Si le manager, il a dormi 6 heures, il n'a pas petit déjeuner, il mange beaucoup de sucre et des boissons, des sodas et des cafés pour tenir le coup. Combien de gens, moi je fais beaucoup de mains levées dans les salles, alors je dis aux gens, ah 30%, ceci, 40%. Et donc je demande chaque fois qui marche au minimum 30 minutes tous les jours en moyenne. Qu'est-ce que tu crois? Moins de 20% 10%. de la salle. Ah ouais. 20%. Ouais, à peu près. Donc, il y a 80% des gens qui n'activent pas leur métabolisme. Donc, ils ne sont pas fatigués le soir. Donc, tous leurs échanges cellulaires ne fonctionnent pas bien. C'est la responsabilité du travailleur. Ça, personne ne Hmm. va le materner. Par contre, on peut, en tant qu'employeur, lui donner l'information et lui donner des piqûres de rappel parce que les Mhm. gens oublient, parce que changer ses habitudes, c'est pas si facile, pour remettre les gens dans une dynamique positive et apaisée. C'est Et ça. alors, ils vont être
plus productif, plus concentré. C'est un gagnant pour tout le monde, en fait. Moi, je crée des gagnants. Exactement. Et c'est ce que souvent on essaie de partager parce que j'ai quelques interventions en entreprise aussi. Et quand tu as dit 30 minutes, j'ai cru que tu allais demander qui est à 30 cafés par jour. Parce que je me souviens un jour d'être rentré dans une salle de repos d'une entreprise et j'ai eu ma dose de caféine juste en rentrant. Tellement l'odeur du café flottait comme ça. Je me suis dit, waouh, là j'ai eu assez de caféine pour aujourd'hui. Ouais, pour tenir le coup, il y a plein de gens qui se boostent au café alors C'est qu'on ça. sait au-delà de 2 cafés, ça donne des palpitations, donc ça donne un effet, une sensation de stress. Et puis c'est un diurétique, donc on perd son magnésium beaucoup plus vite. Or, le magnésium, c'est justement un sel minéraux pour mieux gérer le stress. Donc c'est vraiment dommage d'aller le mettre aux toilettes. Exactement, exactement. Et du coup, Quelles sont les questions les plus fréquentes que je oui, reçois? oui, Et les comités de direction, eux, ils sont vraiment très interpellés par ce qu'on peut proposer. Les travailleurs, ils sont très, très contents, en fait, d'avoir des outils pour réapprendre à prendre soin d'eux. Donc, je donne 2 sortes d'outils. Évidemment, ils sont tous dans Booster, dans hein, Booster, oui, détaillés. Mais en conférence, je fais un condensé de ce que j'estime être le plus déterminant. Donc, c'est je ça. commence évidemment par le sommeil. Et ils sont très contents d'avoir des trucs et astuces très concrets qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Moi, la théorie, je l'ai lue. Je donne un peu de théorie pour rassurer les gens, quelques chiffres, des statistiques, comme ça, ils se disent, ah, voilà, c'est fondé sur Bien autre sûr, chose. Mais après, je donne quasiment exclusivement des trucs et astuces très concrets, où les gens peuvent tout de suite activer un mieux-être, des changements. Donc, comment avoir ces 50 petites cuillères d'énergie? mm, C'est facile, hein. Sommeil, alimentation, mouvement et plaisir. mm, Faire des to-do list et courir tout le temps, ça ne donne pas d'énergie. Ça, c'est les 4 piliers sur lesquels on peut jouer pour avoir ces 50 petites cuillères d'énergie. Et puis, le deuxième volet, c'est et quels sont les puits à énergie? Qu'est-ce qui nous épuise actuellement? Et que si on le gérait mieux, on se sentirait mieux. Et grosso modo, c'est la gestion de son agenda, peut-être faire moins ou différemment. C'est l'emploi de son smartphone. C'est complètement addictif, un smartphone. J'aime à dire que c'est pas parce qu'on a de l'alcool 24 heures sur 24 à la maison qu'on boit toute la journée. C'est pas parce qu'on a son smartphone 24 heures sur 24 à côté de soi qu'on est obligé de l'utiliser tout le temps. mm, Si on dose son smartphone, ça va avoir moins d'impact sur notre fatigue physique et mentale. La gestion des émotions, à part mettre des couvercles sur notre colère, notre tristesse, nos peurs, on n'a pas beaucoup d'outils, donc on peut faire beaucoup mieux. Et la gestion du stress. ouais, Si on gère mieux ces 4 volets-là, eh ben peut-être qu'avec 40 ou 45 petites cuillères, on va très bien vivre c'est et pas ça. en dépenser 55. C'est ça. Et donc, effectivement, les employés, suite à tes conférences, sont vraiment dans l'attente de ces outils, de ces petites cuillères qui permettent de comprendre leur mécanisme. Pour terminer cette interview, Anne, et je te remercie déjà de la générosité que tu as partagée aujourd'hui, je mettrai également les liens de d'autres interviews dans lesquelles tu donnes des explications. Mais j'aurais aimé te demander, effectivement, par rapport à l'actualité, tu nous as déjà répondu de pouvoir filtrer ce qui, en ce moment, m'aide à me sentir utile ou en tout cas à ce qui pourrait me permettre de maintenir mon niveau d'énergie. Mais ma deuxième demande serait par rapport à l'environnement, c'est-à-dire un membre de la famille ou un collègue, on voit qu'il commence à devenir cynique, à oublier des rendez-vous. Alors, on ne va pas faire un diagnostic, mais comment on peut faire pour attirer son attention sans qu'elle ne se soit mal pris? Parce que dans une des interviews, tu disais qu'effectivement, tu l'avais longtemps repoussé parce que tu avais honte finalement de ce label burn-out. Donc, comment faire pour aborder le sujet avec quelqu'un sans aller dans la résistance? C'est vrai que les gens n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise qu'on a l'impression qu'ils vont vers le burn-out. Souvent, ils sont en overspeed à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont ultra tendus, ultra nerveux. Parfois, c'est du cynisme, c'est vrai, etc. Mais ce que l'entourage dit souvent ou les collègues, c'est on sent bien qu'il va vers l'épuisement, mais la Mm. personne ne s'en rend pas compte. D'abord, il faut faire de la prévention, parce que les gens ne sont pas fous. S'ils prennent conscience qu'ils vont prendre le mur et que prendre le mur, c'est un cauchemar, et c'est pas ouf, je vais avoir mon certificat Oui, médical, non. euh,
ils vont pouvoir commencer à mettre des choses en œuvre. Donc, un, faire de la prévention. Deux, plus il y a de personnes qui disent ah, ça va tes petites cuillères, parce que j'ai l'impression que il faut se dire que si deux ou trois personnes vous disent la même chose, ça vaut la peine de s'arrêter, de se dire mais ils ont peut-être raison. D'accord. Ce que nous on fait souvent, nos clients principaux, c'est les entreprises, et donc comme elles savent ce qu'on fait, elles nous contactent en disant ici j'ai quelqu'un qui, on le sent bien, il va craquer, on veut pas perdre la personne, mais elle veut rien entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, on organise une conférence boostée et comme ça, à la fin, on vient faire une petite discussion avec la personne, mais elle a déjà entendu la vue d'ensemble, les petites cuillères, comment vont les petites cuillères, est-ce que j'en dépense trop, voilà. Donc on attire son attention et au lieu de parler de prévention du burn-out, on parle de retrouver un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et ça passe beaucoup, beaucoup Ouais. mieux. Les gens se disent, ah oui, c'est vrai, je cours beaucoup, surtout les gens qui ont des enfants. Et ça passe beaucoup mieux. Et alors, l'employeur offre une, deux, trois, cinq séances de coaching individuel pour mettre des outils en place pour déconstruire le stress, prendre des meilleures habitudes. Euh, mais en tout cas, il ne faut pas lâcher prise. Après, c'est comme la prévention du tabac. Quand on n'arrivera pas à toucher tout le monde, il y aura des gens qui vont continuer à fumer parce qu'ils veulent pas entendre l'information. Ils ont besoin de prendre le mur ou ils ont d'autres enjeux. Donc, bon, on ne peut pas sauver tout le monde. Non, bien sûr. Par l'information, on peut les prendre par la main. Et j'aimerais profiter, David, tu m'as posé une question tout à l'heure à laquelle j'ai oublié de répondre. Tu me demandais comment on retrouvait son énergie après un burn-out. Je voudrais préciser pour tous ceux qui passeraient par l'expérience du burn-out que, comme pour toute expérience de vie, y a pas de retour en arrière. Si tu fais un cancer, ben, tu as eu un cancer. Si tu divorces, ben, tu n'es plus marié. Si tu as été licencié, il faut digérer l'expérience. Et elle te fait changer, en fait. Et donc, Mm. un burn-out, c'est une expérience lourde qui va te faire évoluer et changer. Tu ne vas pas redevenir comme avant. Mm. Heureusement d'ailleurs, parce que tu risques de reprendre le mur sinon. Tu vas apprendre, tu vas mûrir et tu auras peut-être une autre énergie, peut-être une énergie un peu plus douce, un peu plus sage et plus le speed comme avant, parce que c'est vrai que le corps, il est moins résistant au stress et aux excès, parce qu'il va quand même rester un garde-fou à l'avenir. Il va plus faire grève, mais il va rester un garde-fou. Quand on repart dans la mauvaise direction, il va quand même nous ralentir un peu pour redonner des signaux. Mais Ouais. il faut le voir comme des bons signaux d'alarme à écouter et pas une frustration de se dire, oh, bah, zut, j'ai plus la même énergie qu'avant. Non, elle a été transformée, mais on va faire des meilleurs choix. Et c'est là que ton intervention tout à l'heure par rapport à l'importance d'avoir un professionnel qui puisse guider, puisse amener cet élément-là, parce que la personne peut perdre son identité, justement, d'avoir cette capacité de tout gérer, d'être partout, à tout moment. Donc c'est un vrai défi pour certaines personnes qui se sont assimilées à cette identité. C'est pour ça que dans le travail thérapeutique, on va travailler beaucoup la confiance en soi. Moi, j'ai cru que j'avais confiance en moi Mhm. parce que j'étais très dynamique, passionnée, je réussissais tout ce que j'entreprenais. Enfin, j'étais formidable, David. Et je me suis rendu compte après qu'en réalité, je faisais ça beaucoup pour recevoir la reconnaissance du monde extérieur. Comme si ma petite voix intérieure n'était pas si sûre que Mm. j'étais si formidable et j'en faisais beaucoup pour plaire. J'étais perfectionniste pour montrer que je faisais bien. Je cherchais la reconnaissance vraiment chez l'autre et en prenant confiance en moi, j'ai pu déconstruire, donc j'ai moins besoin de la reconnaissance de l'autre. Après, elle fait toujours plaisir, mais je ne vais pas redoubler d'efforts pour l'obtenir au Ah. point de me nier et de m'épuiser. Donc, travailler la confiance en soi, c'est la base en fait pour tout le bien-être aussi. Et ça me permet de terminer avec une dernière question, Anne, si tu me permets. On a parlé effectivement de ce qui est incontrôlable, donc l'actualité par exemple, on filtre. Ici, c'est de pouvoir avoir, en tant qu'entreprise ou comité de direction, probablement que c'est un peu plus facile parce que bah, si on offre une conférence sur l'équilibre vie professionnelle et vie privée, ben là, l'employé, ben, il y va. Maintenant, en tant que compagnon, mari, ami, frère, si on se dit, ben voilà, écoute l'interview de Anne Evra parce qu'il y a vraiment ce concept des petites cuillères est vraiment intéressant, c'est peut-être plus difficile. Et donc, quelle serait, selon toi, la première étape, l'élément
qui peut vraiment être ce démarrage. Tu avais parlé de ce témoignage de ce monsieur qui disait marcher, je ne sais pas marcher, mais ouvrir la fenêtre, respirer 3 minutes, c'est déjà, ça me fait du bien. Donc ça, je trouve ça extraordinaire comme témoignage parce que c'est vraiment là où on peut, hein, c'est Lao Tzu qui a dit un voyage de 1000 lieues commence par un seul petit pas. Mais Je le cite dans le guide du burn. et je vais te faire une confidence, voilà. C'est justement cette idée de petites choses qui s'accumulent. Quand tu es au Canada et que tu vois la taille d'un flocon de neige, tu prends un flocon de neige, tu l'écrases comme ça. Mais quand il neige toute la nuit, tu sais que tu vas passer 1 heure et demie à déneiger devant la maison parce que des petits flocons, quand ça s'accumule, ça fait énormément d'efforts. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé dans un burn-out, mais c'est ce qui devrait se passer pour le retour. C'est petit à petit. Alors, quelle est selon toi la première chose, le petit flocon de neige qui peut faire en sorte que quand il va s'accumuler, ça va faire un effet boule de neige? Je pense que c'est la prise de conscience que il faut prendre soin de soi. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même oublié qu'on prend soin de soi, qu'on est des êtres vivants, que c'est naturel. On n'est pas une machine, comme tu disais, ton téléphone, tu le mets dans la prise, il faut récupérer et il faut un peu réfléchir à son bien-être. Et c'est pas bisounours ou Non, c'est pas dans l'air du temps, on doit toujours être en top forme, il y a qu'à voir les réseaux sociaux, Insta, tout ça. On voit que des top biches qui sont en top forme toujours. Quand on est en pyjama avec des cernes et les cheveux gras, là, tout le monde est aux abonnés absents, mais c'est aussi là, on n'a pas que des bons jours. Voilà. hmm. Et quand on remonte la pente, quand tu parles des flocons de neige, il y a un truc qui est très typique du burn-out et qu'on ne sait pas généralement, c'est que même si on fait tout bien, on reste allongé, mais à la fois on active son métabolisme, on prend soin de soi, on a des bons et des mauvais jours. La reprise d'un burn-out, ou la récupération, pardon, ça se fait en dents de scie. Hmm. C'est très On fait important. tout bien et il ne faut pas désespérer, il ne faut pas être effondré à chaque fois en se disant non, c'est dans le respect de ce qui se passe au moment présent. Ton corps est fatigué, bah, tu annules les rendez-vous et les activités parce que ton médicament du burn-out, ça va être d'apprendre à t'écouter et de doser ton énergie. T'en as pas, tu fais rien. Et tu peux faire appel, comme tu l'as dit, si c'est pas le thérapeute, c'est un ami, une amie, c'est de pouvoir se confier, se sentir soutenu, effectivement, parce que je lisais justement sur ton groupe Facebook Burnout Belgique-France par Anne Evrard, dont on reparlera tout à l'heure, quelqu'un qui disait, oui, vivre avec quelqu'un qui est en burn-out, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est là que, effectivement, l'environnement familial doit aussi être dans la compréhension que ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment très difficile de faire le moindre effort. Je pense que tu en parlais dans une interview, le simple fait de faire une liste de courses et aller faire les courses, c'est pas possible. Mais je vais te dire, quand je me suis réveillée mon samedi matin, j'avais 3 petites cuillères. Mm. La veille, la semaine d'avant, je fonctionnais. Pendant 3 mois, je n'ai eu que ces 3 petites cuillères. C'est très simple. Euh, une pour me laver et retourner dormir 2 heures. La deuxième petite cuillère, c'était pour m'habiller avant que les enfants ne rentrent de l'école à 16 heures, parce que je trouvais qu'ils devaient avoir une mère qui n'était pas que en pyjama, mais ça me demandait une petite cuillère. Je m'asseyais avec eux un petit peu, puis j'allais me recoucher 2 heures, et puis quelqu'un faisait le repas, les courses, le linge, tout ce que tu veux, et je mangeais à table en famille, c'était ma troisième petite Mm. cuillère. Ma tête, elle aurait rêvé d'avoir 50 petites cuillères et de Mm. redémarrer, mais mon corps ne le permettait pas. Mm. Faut savoir que les gens qui vont jusqu'au burn-out, c'est pas de la fainéantise, c'est pas Mm. nécessairement de la dépression, puisque ça, c'est une autre maladie. Mais ils ont juste plus d'énergie. Et Leur plus. corps Mm. ne leur procure pas de petites cuillères d'énergie. Il faut pas les culpabiliser. Il faut pas leur dire secoue-toi, bouge-toi, ça va aller, ça va te faire du bien. C'est faux. Peu d'énergie qu'ils ont, ils doivent même la capitaliser. Avec 3 petites cuillères, c'est juste de la survie. Mais quand j'ai commencé à en avoir plus, 7, 10, 12, 15, le grand enjeu était d'utiliser 2, 3 de moins que ce que j'avais. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose et de capitaliser, de recharger mes batteries avec 2, 3 que je gardais en réserve. Parce que quand on n'en a que 12, qu'est-ce qu'ils font tous les burnies? Ben, ils utilisent 14 ou 15. Voilà. Et donc, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Eh bien, écoute, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Anne, pour ta générosité, ton authenticité et d'avoir pu, avec beaucoup d'humilité, partager ton parcours.
On peut retrouver ces petites cuillères sur 50spoons.com, qui est ton site internet. On peut te suivre et j'imagine te contacter pour ceux et celles qui auraient besoin de faire venir ton équipe en entreprise via LinkedIn sur ton profil. Il y a également ce groupe Facebook qui permet à des personnes en burn-out d'échanger et de retrouver finalement un groupe d'échange et de soutien qui est Burnout Belgique-France par Anne Everard. Et bien évidemment, tes 2 livres, Le guide du burn-out édité en 2017 et Boosté édité en Existe 2022. toujours, celui-ci existe toujours en livre de poche C'est et ça. Boosté, on le trouve que sur Amazon.fr Oui, parce que c'est de l'auto-édition, je le dédie aux entreprises et aux travailleurs via leur employeur. Je cherche à toucher des gens qui ne lisent pas de livres d'habitude. c'est ça. Donc, voilà, il n'est pas dans toutes les librairies, mais voilà, on peut se le faire livrer. D'accord. Est-ce que parfois tu donnes des conférences? Est-ce que pour 2024, tu as des projets que tu pourrais nous partager? Ou est-ce que ça, on pourra le découvrir à travers une newsletter peut-être Alors, on peut s'inscrire via le site 50 Spoons, donc le chiffre 50, 50spoons.com. On peut s'inscrire à la newsletter. C'est un mix de conseils pratiques et de Génial. dates de conférences. Il y a beaucoup de conférences qui sont en entreprise, mais il y en a quelques-unes qui sont parfois en ligne via des mutualités ou d'autres organismes qui m'invitent. Et celles-là, je les partage toujours sur LinkedIn aussi. Donc, C'est si ça. on me suit sur LinkedIn, je pense que maintenant, Facebook et Instagram est lié au LinkedIn. C'est pas moi qui fais ça, mais c'est parce que je veux pas me fatiguer avec cette technologie mais je crois que maintenant, l'info arrive aussi. Dans le site, alors, le groupe fermé Burnout Belgique France, là, je mets aussi les conférences ouvertes au public. C'est ça. Et c'est un groupe fermé, ça veut dire que vos amis ne voient pas ce que vous écrivez dans ce groupe-là. Parce que quand Ouais, on a envie de communiquer autour du burn-out, on n'a pas toujours envie que son mari, son épouse, très ses clairement. parents, ses amis, ses collègues de travail lisent ça. C'est un groupe fermé, il n'y a que les membres. Bon, après, on est presque 4000, donc Oui, ça c'est effectivement, je trouve une ressource vraiment extrêmement intéressante parce qu'on peut se confier, on peut lire, on n'est pas seul. on Parce n'est pas que seul. on l'a peut-être pas abordé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important de se dire que c'est pas. Alors, ça ne doit pas rassurer qu'il y en a de plus en plus. Ça, c'est plutôt inquiétant, mais en même temps de se dire, ok, je ne suis pas seul au monde à ressentir toute cette difficulté. Oui, c'est vraiment un espace, surtout quand on est en pyjama chez soi et qu'on n'a pas l'énergie de sortir et puis qu'on peut avoir un peu honte et de la culpabilité de voilà, de pas se sentir bien. Euh, on voit qu'on n'est pas seul, mais on voit aussi la progression. Quand on est en burn-out depuis 2 mois, on n'est pas dans le même état que celui qui est encore dans le déni du Ouais. premier jour, qui dit mais je comprends pas. Quand on est en burn-out depuis 6 mois, certes, ça paraît très long, mais on voit que par rapport à celui qui est à 2 mois, quelque part, on a compris d'autres choses. Ouais. Donc voilà, les pairs, c'est très important. Et les groupes de parole, si des gens en burn-out en trouvent près de chez eux, c'est top pour Mm. échanger physiquement avec des gens qui vivent la même chose. Euh, Pouvoir je recommande. se Et c'est beaucoup connecter. moins cher qu'un psy. C'est Ouais. complémentaire, c'est bien. C'est complémentaire, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger sur le sujet. Ouais, moi aussi, David, merci beaucoup de m'avoir sollicité. Ça, voilà, je partagerai parce que j'adore que le public puisse avoir toutes ces infos. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, écoutés. Si l'épisode vous a plu, eh bien effectivement, profitez-en pour le partager de manière comme ça, tout à fait spontanée, parce que vous avez entendu cette histoire des 50 petites cuillères et qu'éventuellement, ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, pourquoi pas. Sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Mhm.